Bonsoir. Une bombe aujourd'hui dans le monde du football français et européen. L'OM a été exclu de la Coupe d'Europe des clubs champions par les dirigeants de l'Union européenne de football réunis à Zurich. Une décision terrible pour le club, lui-même champion d'Europe 93, pour la ville de Marseille qui vibre tant pour le football, mais aussi pour tous ceux qui en France aiment ce sport et qui seront privés d'émotions et de spectacles tout au long de la saison 93-94. Comment Bernard Tapie va-t-il réagir? Pourquoi une instance européenne a-t-elle pris une telle sanction dans une affaire franco-française, l'affaire OM Valenciennes? Pourquoi n'a-t-elle pas attendu le verdict de la justice française avant de se prononcer? L'OM a-t-il la possibilité de faire appel? Voilà toutes les questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de ce journal avec notre rédaction qui s'est mobilisée et avec nos invités. Mais allons d'abord à Zurich où les dirigeants français eux-mêmes pressentaient, je les cite, une décision dramatique. Thierry Clopeau. Le Hilton de Zurich, 17h15, après plus de 4 heures de délibération, la sanction tombe, c'est l'exclusion. Le comité exécutif de l'UEFA a décidé de rejeter la demande de participation de l'OM à la compétition 93-94 en tant que mesure, dans le but de protéger le caractère intègre des compétitions européennes interclubs. Motivation de la sanction, la Fédération française est accusée de traîner en longueur dans ses décisions et de ne pas tenir compte des irrégularités lors du match Valenciennes-OM qui ont été constatées par la justice française et par le grand public. Fournet-Fayard est sous le choc. Je suis personnellement profondément affecté de cette décision qui ne prend pas en compte les éléments que nous avons apportés. Ces éléments, certes, n'était pas très détaillé puisque, encore une fois, il reposait sur la décision de la commission juridique qui s'est réunie samedi. Mais à l'évidence, l'UEFA a privilégié ses règles sportives pures et simples. Quant à nous, nous nous sommes efforcés, avec Noël Le Graët, de convaincre notre auditoire qu'il fallait nous laisser aller au bout, nous-mêmes, au bout de cette affaire, que les affaires de corruption sont des affaires très difficiles, et que nous souhaitions aller nous-mêmes au bout des investigations et pouvoir prendre nous-mêmes les décisions. Bon, l'UEFA, je le répète, a privilégié ses règles. Je suis alors vraiment très affecté de cette décision. Jean Fournet-Fayard, les larmes aux yeux, a pris le premier avion pour Paris ce soir à Zurich. Les instances du football français sont atterrées. Elles devront désigner avant le 8 septembre à 17h le remplaçant de l'OM en Coupe d'Europe des clubs champions. La ville de Marseille qui a offert à la France un titre de club champion d'Europe doit être ce soir en état de choc. Anne Poncinet est sur place. La décision est officielle, c'est la première fois. Comme beaucoup de Marseillais, à 16h, il a tendu l'oreille vers la radio jusqu'à ce que la nouvelle tombe. Supporter de toujours de son club, il est venu devant le siège de l'OM pour entendre la décision de l'UEFA. Ça fait 20 ans que j'y suis. Ça, c'est quelque chose de terrible. Vous espériez, monsieur? Oui, encore un peu. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut bien. Il faut toujours avoir de l'espoir. Ça fait combien de temps que vous les suivez, vous disiez? 20 ans que je suis à la même place, à Gannais. C'est scandaleux, comme je disais tout à l'heure, c'est scandaleux. Un peu plus tard, de l'autre côté de la grille, c'est au tour de la direction du club d'exprimer une même tristesse. Je sais pas comment vous dire. Hein. On va reprendre. Non, mais c'est injuste. C'est injuste. Ça plonge un club, des hommes, une population, une ville dans le désarroi. Au bar des supporters, c'est l'amertume qui domine. Pour le patron, les fidèles de l'OM ne méritaient pas ça. On pensait que, je sais pas moi, l'année devait s'écouler normalement, que tout le monde aurait dû mettre un petit peu d'eau dans son vin, expliquer aux supporters qu'ils doivent se tenir bien, qu'il n'y ait plus de hooligans, que certains présidents de clubs s'améliorent aussi, que les joueurs aussi. Enfin, je pensais plutôt à l'éducation, à cet incident qui aurait permis de redresser l'éthique du sport. Ils sont basés sur rien de concret, quoi, et que des choses abstraites. Si c'était basé sur, si l'OM avait corrompu Valenciennes, d'accord, mais là on est sûr de rien. On est sûr de rien pour le moment. Sentiment d'injustice partagé, mais à la direction du club comme au bar des supporters, on appelle au calme. Et si ce soir beaucoup de Marseillais sont tristes, leur déception ne se manifeste pas dans les rues.
Vous avez aperçu au cours de ce reportage d'Anne Poncinet Jean-Louis Levrault, le vice-président de l'Olympique de Marseille. Vous allez le retrouver en direct de Marseille. Bonsoir Jean-Louis Levrault. Alors on vous voyait au cours de ce reportage très ému. Ben, il y a de quoi. Cela fait 8 ans qu'avec Bernard Tapie et toute une équipe, avec des entraîneurs et des joueurs successifs, avec des hommes de bonne volonté, qui ont leur morale, qui ont leur talent, qui ont mis tout en œuvre pour que l'OM devienne ce que Tapie avait promis lorsqu'il est arrivé à Marseille, le premier club d'Europe. Avec cette équipe, nous avons beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout va s'effondrer parce que nous sommes frappés par une décision terrible, injuste, en l'absence de toute preuve de culpabilité de quiconque appartenant à l'Olympique de Marseille. Nous avons le sentiment que les responsables de l'UEFA, que personnellement je croyais plus sages, ont été emportés dans un tourbillon juridico-médiatique et qu'ils ont voulu éviter que d'autres questions leur soient posées. Ils ont voulu éviter peut-être qu'on leur reproche de ne pas avoir sanctionné un grand club alors qu'ils en ont sanctionné de plus petits. Mais il faut savoir que les petits qu'ils viennent de sanctionner, que ce soit Tbilissi ou que ce soit le club polonais, là il y avait des preuves concrètes, là il y avait des justifications. Dans notre cas, il n'y en a pas et c'est cela qui nous rend terriblement déçus, terriblement malheureux pour notre club et surtout pour toute la ville de Marseille. Vous avez vu Bernard Tapie, vous lui avez parlé ce soir? Je l'ai eu plusieurs fois aujourd'hui au téléphone après la décision. Comment réagit-il? Il n'a pas voulu réagir aujourd'hui publiquement car il est le premier blessé par cette décision. Vous savez que Bernard, depuis 1986, depuis que Defer l'a appelé à la direction de l'OM, s'est beaucoup investi personnellement. Il a apporté son enthousiasme, son talent, sa compétence. Il a surtout aussi apporté cette envie de gagner qu'il donne à tout le monde. Et puis il a apporté beaucoup d'argent. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille vit en perfusion permanente sur le compte de Bernard Tapie. Est-ce qu'il va rester à la tête de l'OM ou est-ce qu'il va partir? Je souhaite de tout cœur qu'il continue à être avec nous. Vous savez, Bernard est un homme qui n'a jamais, en aucune façon, laissé qui que ce soit qu'il aime ou qui que ce soit auquel il s'intéresse dans la difficulté, sans l'aider, sans être à ses côtés. Alors je crois qu'il est aujourd'hui profondément touché, il est profondément blessé, mais je crois qu'il réagira à la Tapie. C'est-à-dire que même si dans 1 mois, dans 6 mois, il doit prendre un peu de recul, il laissera le club dans une situation convenable, pas du tout dans la situation catastrophique qui était celle de l'Olympique de Marseille au moment où lui est arrivé à Marseille. Vous laissez entendre qu'il prendra du recul, c'est ce que vous venez de dire. Je ne sais pas, il a prononcé des mots terribles, vous avez pu le voir dans la presse. Il faut comprendre qu'avec toute la façon personnelle, tout l'enthousiasme avec lequel il s'est engagé dans l'aventure du football, comme il l'avait fait autrefois dans l'aventure cycliste, Bernard aujourd'hui a un profond sentiment d'injustice. Il a compris aussi que certains ne se sont pas gênés pour utiliser ce dossier afin de l'attaquer personnellement. Il est donc dans la situation d'un homme qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de réfléchir un petit peu, mais il sait aussi qu'il est la base la plus solide de ce club. Il sait peut-être aussi que il faudrait que demain, autour de l'Olympique de Marseille, autour de lui, car il est le meneur de ce club, autour de lui se réalise un consensus qui fasse fi des rivalités, qui fasse fi des susceptibilités. Une dernière question, je vous demande une réponse très brève. Est-ce que vous allez faire appel? Mais nous ne pouvons pas faire appel, monsieur Paul Amar, car les décisions de l'UEFA sont sans appel. Merci pour cette première réaction sur le plateau de France 2 en direct de Marseille. Et l'équipe de France, comment réagit-elle à 2 jours de match très importants contre la Finlande? Gérard Houllier, que nous avons entendu hier sur France 2, a tenté de la protéger contre les conséquences d'une telle secousse. A-t-il réussi à le faire? Les premières réactions recueillies en Finlande par Laurent-Frédéric Bollet et Frédéric Pasquette. Aux sanctions, vous l'aviez dit, il y aurait des sanctions. Je ne pensais pas sincèrement qu'elles seraient aussi lourdes que ça et aussi rapides. C'est vrai que des sanctions, à partir du moment où il y a un dossier, la justice s'est mise en place, c'est normal qu'il y ait des sanctions par rapport à ceux qui ont fraudé, mais de là à nous enlever à nous les joueurs, c'est le seul regret, que ce soit les joueurs qui payent encore une fois, et nous, je peux vous assurer qu'elle n'est pas venue toute seule. La Coupe d'Europe l'an dernier, il a fallu qu'on aille la chercher, et on s'est battu, on a été au bout de nous-mêmes, on était un groupe de copains, il y avait une super ambiance, et bon, on nous enlève un peu de cette joie qui a été si forte durant
durant de longues semaines. On a une pensée particulière, à la fois pour les deux internationaux qui sont ici ou pour ceux qui sont également à Marseille, ainsi pour leurs partenaires. Ce qui est très dur actuellement, c'est les joueurs. Et nous attendrons dans un instant la réaction de nos invités Michel Cohen-Casse, le président de Valenciennes, et Alain Afflelou, le président des Girondins de Bordeaux. Bonsoir, donc on va vous retrouver dans quelques secondes. Alain Scoubet nous expliquera aussi tout à l'heure les raisons de la décision des dirigeants de l'Union européenne. Mais je vous propose, pour mieux comprendre, de revoir un petit peu le film de tous ces événements avec Philippe Boisserie. Les plus grands souvenirs n'effacent pas les petites histoires. Lorsqu'il brandit la Coupe d'Europe, Jean-Jacques Edli ne pense certainement pas à son match précédent. Un certain Valenciennes-Marseille. Le champion s'est imposé 1-0. Le petit poussé s'est effondré. Tout le monde a cru Christophe Robert blessé au genou. Seule sa réputation va en souffrir. Responsable, Jacques Glassman, un coéquipier, un incorruptible. C'est lui qui va révéler l'affaire. La veille du match, dans cet hôtel, il reçoit avec Christophe Robert et Georges Bourouchaga un coup de téléphone. Jean-Jacques Edli, un ancien partenaire et ami, leur passe son patron, Jean-Pierre Bernès. Il me propose une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Il faudra 3 semaines à la Ligue nationale de football pour savoir que faire de ce mot terrible, corruption. La justice entre sur le terrain avec 2 attaquants, un tenace, le juge Béfi, un offensif, le procureur Montgolfier. Jean-Jacques Edli ne réussira à leur clamer son innocence que pendant 15 jours. Les révélations de sa femme le font craquer. Oui, il a téléphoné. Oui, il a remis 250 000 francs à Christophe Robert. Oui, Bernès a tout organisé. Non, il ne connaît pas le rôle joué par Bernard Tapie. Cette chasse organisée, qui s'appelle de la chasse à courre. Un Bernard Tapie qui dénonce les méthodes de la justice. Un Bernard Tapie mis en cause par ailleurs par l'ex-entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac, pour une tentative de subornation de témoins. Mais Bernard Tapie a un second fidèle, Jean-Pierre Bernès. Malade, emprisonné 20 jours, accusé par tous, il ne craquera jamais. Il niera toujours toute responsabilité. Une attitude de matador, fier de rentrer saluer les siens. Eux y croient. Samedi, la commission de discipline n'a pas voulu se prononcer. L'UEFA vient de dire clairement ce qu'elle en pensait. Alors Alain Scoubet, qu'est-ce qui a poussé l'UEFA à prendre une telle sanction? Je crois que tous les témoignages qu'on a entendus sont à peu près concordants dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a eu de la part des instances internationales une espèce de ras-le-bol. Il n'y avait strictement rien dans le dossier pour la justice, il n'y avait rien non plus pour le football français, mais les instances internationales ont estimé qu'il y avait quelque chose. Je reprends les mots qu'ils ont employés. Irrégularité a eu lieu, les accusations sont suffisantes, tout le football aurait été sali, il fallait faire quelque chose. Merci Alain. Michel Cohen-Casse, vous êtes le président du club de Valenciennes. Vous êtes ce soir comment? Satisfait ou pas satisfait? Non, je crois qu'on ne peut pas se réjouir de la sentence qui est tombée ce soir contre l'OM. Club français qui a amené le football français au niveau le plus élevé, au niveau européen le plus élevé. Je suis très triste pour les supporters marseillais et pour les joueurs marseillais qui n'ont pas été impliqués dans cette affaire. On a envie de dire quel gâchis. C'est un grand gâchis et c'est très très dommage à la fois pour le football français et pour le football européen en général. Alain Afflelou, vous êtes le président du club des Girondins de Bordeaux. L'UEFA a demandé aux dirigeants français de désigner un club pour remplacer Marseille en Coupe d'Europe 93-94. Je vous pose la question simplement, êtes-vous prêt à le faire? Pas du tout. Je pense que sur un plan sportif, sur un plan déontologique, sur le plan de la solidarité que le football français doit manifester, j'estime que personne ne doit, enfin pour ce qui concerne les Girondins en tous les cas, nous ne remplacerons pas l'Olympique de Marseille. Je crois que leurs supporters méritent mieux que cela. Nous avons été qualifiés pour une coupe en UEFA, nous la jouerons et il est hors de question que nous participions à la place de l'Olympique de Marseille à cette compétition. Alors on pense à un autre club qui est le Paris Saint-Germain. Je vous propose d'écouter une réaction de Jacques Chirac, qui est le maire de Paris et qui était ce soir l'invité d'Europe 1. Écoutons sur ce point précis. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit mener que les combats pour lesquels on est qualifié. Et j'ai donc pour ma part demandé aux instances responsables et compétentes du club parisien, du Paris Saint-Germain, de prendre une position très claire et très négative à l'égard d'une éventuelle substitution du club parisien au club marseillais. Il y a d'autres clubs qui pourraient remplacer? C'est Nantes, Monaco, c'est ça? Il y a Nantes, il y a Monaco, et si les Européens décident tous de ne pas y aller,
peut-être d'autres clubs derrière. Vous avez des contacts, à votre avis? J'étais au courant de la position de Paris Saint-Germain. Je crois savoir que Monaco laisserait tomber, enfin n'a pas l'intention d'y aller, je crois savoir. Et puis c'est tout, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un consensus général pour dire on ne touche pas à l'OM parce que c'est l'OM, on n'a pas à remplacer. Simplement, la rumeur a couru pendant un moment que Auxerre, qui est 6e du classement général du championnat de France, qui n'est pas qualifié pour les coupes de l'UEFA, qui est le premier, si vous voulez, après ces qualifications-là, pourrait éventuellement être candidat. C'est en tout cas ce que Giroud aurait déclaré il y a peu de temps. Alors est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? C'est une information que je vous donne. Merci Alain, le temps presse. J'ai envie de poser une dernière question. J'avoue ne pas comprendre. Ce sont des dirigeants européens qui prennent une décision qui exclut Marseille donc, de cette Coupe d'Europe sur une affaire franco-française, alors que la justice française n'a même pas rendu son verdict. En un mot. En un mot, c'est simple. Il y a un pouvoir sportif et il y a le pouvoir de la justice française. Le pouvoir sportif était chargé de régler les différends sportifs au niveau du championnat de France. Et il ne l'a pas fait. Il a été rappelé à l'ordre et prévenu par les instances européennes. Et moi, je crois que ce qu'il y a de plus navrant aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on sanctionne beaucoup plus les dirigeants du football français n'ayant pas été capables, aux yeux de l'UEFA, de prendre des décisions adéquates. On sanctionne beaucoup plus ces gens-là qu'on ne sanctionne l'OM. Et je pense que le plus triste, c'est que les supporters, les joueurs, les dirigeants se trouvent embarqués dans une destination assez dramatique parce que je pense que les décisions auraient pu arriver plus vite. Si vous aviez un mot à dire à Marseille ce soir, au tapis? Je crois que Marseille a prouvé que c'était un club qui était capable d'entraîner le football français jusqu'à l'Europe. Je souhaite que l'OM survive à cette grande épreuve qui lui arrive ce soir. Merci messieurs, on se reverra évidemment à l'occasion de ce feuilleton qui ne va sans doute pas terminer, même si Jean-Louis Levrault a affirmé ce soir que l'OM n'a pas le droit de faire appel. On va passer aux autres informations importantes qui intéressent tous les Français. La lutte contre le chômage a fait l'objet d'une réunion importante aujourd'hui à Matignon entre le Premier ministre et les responsables des syndicats et du patronat. Elle portait sur le projet de loi quinquennal proposé par le gouvernement. Un projet qui déplaisait aux syndicats, ils l'ont dit avant la discussion. Édouard Balladur s'est alors montré prêt à le modifier. Comment ses interlocuteurs ont-ils réagi? Reportage de Véronique Auger et Didier Dahan. On s'occupe comme on peut sur le perron de Matignon. 9 heures d'attente sur 4 marches, c'est long. Mais c'est plutôt bon signe. Les syndicats ont réussi à obtenir quelques transformations sur le projet de loi gouvernemental sur l'emploi. Chaque fois que c'est possible, nous préférons la négociation à la règle imposée soit par la loi, soit par le décret. Chaque fois que les partenaires sociaux estiment pouvoir régler un problème entre eux, nous sommes très heureux de les aider à le faire. Les syndicats ont obtenu gain de cause sur 3 points. 1. Les horaires seront calculés sur l'année, mais à condition que l'entreprise ou les branches s'engagent à réduire le temps de travail. 2. La loi ne touchera pas au contrat à durée déterminée ou à l'intérim. 3. Les partenaires sociaux gardent tout pouvoir sur la formation professionnelle. Et pourtant, ils sont déçus. Je crains l'éclatement de la situation de salariés avec les phénomènes. Un exemple, toujours le même, l'annualisation. Si on permet la flexibilité, travailler 35 heures et travailler 42 heures ou 43 heures selon les fluctuations de la production, je dis que c'est le contraire. Et je prends comme exemple notamment ce qui vient d'arriver avec le chauffeur routier qui avait travaillé 96 ou 106 heures, je ne sais plus, en une semaine et qui s'est endormi à son volant. À l'image de Force ouvrière, les syndicats de salariés sont sortis inquiets. Ils estiment ne pas avoir reçu toutes les garanties. En effet, le gouvernement baisse les charges sociales payées par les employeurs, mais il ne leur demande pas de s'engager à créer des emplois en échange. Renault et Volvo ont annoncé aujourd'hui leur mariage et ont invité la presse à la cérémonie. Ils étaient en union libre depuis 22 ans et ils ont décidé, c'est l'air du temps, de l'officialiser pour le meilleur, en espérant que le pire, autrement dit les suppressions d'emplois, ne se produisent pas. Frédéric Crotta, Yann Jikel. C'est monsieur le maire, pardon, monsieur le ministre de l'Industrie qui est entré le premier dans la salle des mariages. Les fiancés se fréquentaient depuis 22 ans. Il était temps de se passer mutuellement la bague au doigt. C'est sûr, à deux on est plus fort, mais l'élément déterminant dans l'annonce de cette union a été la prochaine privatisation de Renault, en quelque sorte la dot de l'État français à l'entrepreneur suédois. Aujourd'hui, il sait que l'État français veut faire de Renault une entreprise libre, indépendante, à part entière, responsable de ses produits, responsable de sa politique industrielle, une entreprise majeure et vaccinée. Pour le consommateur, pas de gros changements, il y aura toujours des Renault et des Volvo, avec toutefois des éléments communs, moteur ou boîte de vitesse.
Pour les salariés des deux groupes, c'est une autre paire de manches. On connaît les difficultés de Renault Véhicules Industriels. Chez Renault-Volvo, on exclut des suppressions d'emplois à condition d'être compétitif. Ce qui est certain, c'est que si la productivité baisse, le prix monte et on vend moins d'autos et c'est une spirale perdante. Les deux mariés vont maintenant retrousser leurs manches pour augmenter leur part de marché. Ils sont décidés à aller très vite pour être sûrs d'être heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. François Mitterrand et Édouard Balladur se voient souvent en ce moment. Le président et le Premier ministre se sont parlé pendant une quinzaine de minutes ce soir à l'Élysée. De quoi ont-ils parlé? D'une éventuelle révision constitutionnelle sur le droit d'asile? Ont-ils progressé dans la recherche d'une solution? Oui, bien sûr, on progresse, a répondu le chef du gouvernement. À quel moment le problème sera-t-il réglé? Demain soir, j'espère, a-t-il précisé. On attendra donc demain soir pour savoir si ce problème va être réglé. La vie politique a été marquée par une intervention de Jacques Chirac, à nouveau, cette fois à Europe 1, au cours du Club de la Presse, et le président du RPR est revenu sur la nature de ses relations avec Édouard Balladur. Écoutons-le. Édouard Balladur et moi, nous ne serons jamais en concurrence, pour des raisons simples, et qui tiennent à l'amitié, qui tiennent à la droiture, qui tiennent à un socle commun de convictions forgées depuis longtemps et qui tiennent à notre sens de l'intérêt de l'État et de la nation. À l'étranger, c'est encore la perspective de paix au Proche-Orient qui fait la une. La négociation continue de progresser dans le bon sens. De nombreuses personnalités israéliennes et palestiniennes prédisent une signature pour la semaine prochaine et la plupart des pays arabes se rallient aujourd'hui à cette idée. Les grands doivent être ce soir encore plus fébriles que les petits en France, les parents comme les instits. Les premiers ont déjà, j'imagine, préparé les cartables. Les seconds ont ouvert les portes des classes dès ce matin. Reportage dans le 19e arrondissement de Paris de Marie-Anne Bonneau et Jean-Louis Boussert. Alors là, vous avez l'activité principale d'un professeur de gym. C'est bien sûr pour entretenir ses muscles. La rentrée des enseignants de l'école Romainville avait des allures de fête champêtre, histoire de commencer l'année dans la bonne humeur. On parle plus de ses vacances que d'échecs scolaires ou des dernières réformes. Monsieur le directeur a bien fait les choses, paille la géante et un petit coup pour la route qui sera longue, toute une année. Dernier coup de cireuse dans le gymnase à 8 h et à 9 h, les retrouvailles. Je suis venu pour ça, moi. Je suis venu pour manger, moi. Bravo. T'as bonne mine. C'est dur de reprendre l'école aujourd'hui? Non. Non, c'était l'heure. Et vous l'aimez ce métier? Oui, j'aime mon métier. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les attaques qui sont faites sur notre profession, j'aime quand même ce métier, oui. Reprise de contact avec l'établissement et la salle des maîtres. On peaufine l'emploi du temps, on parle de l'organisation de l'école. C'est le premier conseil des maîtres de l'année. Ça y est, ils sont dans le bain. Nous avons étudié à la fois des questions de structure d'école, d'effectifs. Ensuite, nous avons parlé très longuement de la pédagogie. Alors, à la fois les sorties prévues, et la dernière partie, on a consacré 3/4 d'heure à l'aide aux enfants en difficulté. Tout n'est pas réglé encore. Demain, les couloirs résonneront des pas d'enfants. Ils seront 215 ici à retrouver leur petit métier d'écolier. Il y a un trésor aujourd'hui dans Paris, un vrai, qui n'est ni sonnant ni trébuchant mais tout en couleur. Renoir, Cézanne, Matisse, Seurat, Lautrec. 72 chefs-d'œuvre que nous n'avons jamais vus. Forcément, ils appartiennent à la fondation Barnes, du nom de médecin extravagant, amoureux de la peinture et très riche. Il les avait achetés quand personne n'en voulait. Ces tableaux se retrouvent ce soir et pour quelques mois au musée d'Orsay où se trouve en direct Georges Bégou. Georges, vous êtes à l'antenne, ne soyez pas ému. Comment le miracle s'est-il produit? Eh bien, imaginez-vous un plongeur sous-marin qui d'un seul coup, aux surprises, découvre, avec une émotion considérable, un navire qui est là, depuis pas très longtemps, depuis une 50aine d'années. Il n'y a pas d'amphore à l'intérieur, mais une magnifique collection d'art moderne. Alors arrêtons là la comparaison. Le commandant s'appellerait Barnes, et c'est Barnes qui a voulu que cette fondation soit à l'écart, et que ces tableaux soient préservés à la fois des historiens d'art et du public. Seulement voilà, aujourd'hui, la fondation a quelques difficultés. Il faut la restaurer, et elle a besoin d'un budget de fonctionnement. Alors pour la première fois, malgré la charte qui le lui interdit, elle va louer des tableaux.
Et le musée d'Orsay s'est mis sur les rangs avec Françoise Cachin, le conservateur bien entendu. Seulement la somme demandée était si importante qu'il a fallu faire appel à ce qu'on appelle des sponsors, des mécènes, la BNP et Havas. Et tous ces gens que vous voyez autour de moi, ce sont les invités de ces mécènes. Alors voilà, pour la première fois, ces tableaux sont sortis de la Fondation Barnes et Paris est la seule ville d'Europe qui les exposera. Merci Georges. Vous avez eu avec Pascal Puyot un très grand privilège. Il a pu les admirer avant nous, mais il a eu la bonne idée de les filmer. Ne nous refusons rien, empruntons le bateau atelier de Monet pour une promenade au gré de 72 chefs-d'œuvre. Autour de la vitrine Degas, quelques-uns des 180 Renoirs que possédait Barnes, la famille de l'artiste, Aline, la mère, et ses deux fils, Jean, le futur cinéaste, et Pierre, le comédien. De Renoir également, la sortie du conservatoire. Nous abordons le rivage de Cézanne dont Barnes avait acquis 69 tableaux. Tout le monde connaît les joueurs de cartes conservés à Orsay. Mais vous voyez pour la première fois une des plus grandes toiles du maître d'Aix-en-Provence. La montagne Sainte-Victoire. Songez que cette pièce fondamentale du pointilliste Seurat n'avait jamais été reproduite qu'en noir et blanc. Voici enfin les poseuses en chair et en lumière. 20 ans après les poseuses de Seurat, Matisse en était encore à cultiver le pointillisme quand, soudain, illuminé, il crée ce chef-d'œuvre historique de la peinture fauve, Le bonheur de vivre. Au centre du tableau, la préfiguration des fameuses toiles sur la danse. Poil roux et tête de chien, sorti tout droit d'une chanson de Bruant, cette forte et touchante Rosa la Rouge de Toulouse-Lautrec. Barnes avait peu de goût pour le cubisme, en revanche, il collectionnait avec ferveur la période bleue de Picasso. Enfin, Modigliani, parce qu'il faut bien que la promenade s'achève et qu'on ne peut tout dévoiler. Ce cadeau magnifique fait par la Fondation Barnes mérite qu'on s'intéresse à l'homme. Qui était-il ? L'extravagant Dr Barnes fait fortune en 1900 en commercialisant un antiseptique, l'Argirol. Fils de garçon boucher, né à la périphérie des ghettos noirs de Philadelphie, il n'oubliera jamais ses origines. Brillant chimiste, mais aussi joueur de baseball et chanteur de blues, il préfère les humbles et les animaux à la grande bourgeoisie et surtout aux historiens d'art. Il meurt à 79 ans au volant de sa Packard. Sa fondation, longtemps restée fermée, est maintenant ouverte le week-end seulement. Ce collectionneur acharné, au flair exceptionnel, accrochait ses tableaux d'une manière pédagogique, disait-il, afin que les ouvriers de ces usines puissent comprendre, par exemple, que l'art de Modigliani s'inspire des primitifs africains. Grâce à cet original, qui sut passer outre les goûts de ses contemporains, 2000 œuvres sont réunies à Marion, Pennsylvanie, dont les plus beaux joyaux appartiennent à l'art moderne. Et un homme précède le grand public qui aura le droit de visiter donc cette exposition jusqu'au mois de janvier 1994. C'est le ministre de la Culture et de la Francophonie, Jacques Toubon. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'arriver, vous avez déjà vu le tableau, vous allez les voir? Non, je les ai déjà vus, à plusieurs reprises d'ailleurs, parce que toute la journée, nous avons invité beaucoup de personnes pour venir en avant-première voir cette exposition. Ce que j'espère surtout, c'est que maintenant, il va y en avoir des centaines de milliers qui vont pouvoir la voir, car c'est un grand événement, vous l'avez dit, mais je crois surtout que ce sera une magnifique leçon d'histoire de l'art. Et c'est exactement d'ailleurs ce que voulait le Dr Barnes, mais nous allons le faire ici en très grand. Est-ce que le ministre a le droit de dire quel tableau il a préféré? Oui, je peux vous le dire, parce que vous savez, l'art c'est d'abord quelque chose de subjectif, donc on peut s'exprimer très librement. Celui que j'aime le plus, celui que j'emporterais si je pouvais, c'est l'acrobate et l'arlequin de Picasso. Combien d'années a-t-il fallu pour avoir ces merveilleux tableaux ici à Paris? Il a fallu, si vous voulez, 70 ans, si vous prenez depuis l'origine de la Fondation, et en fait seulement 4 ou 5 ans, depuis que la Fondation Barnes, que le conseil d'administration, s'est posé la question de comment trouver des ressources pour rénover la Fondation et restaurer les tableaux. Après avoir envisagé de les vendre, ils ont décidé, et je crois qu'ils ont eu raison, d'organiser ces 3 expositions, celle de Washington,
celle de Paris aujourd'hui qui sera la seule en Europe, et puis celle du Japon. Et avec les fonds recueillis, ils vont pouvoir effectivement rénover la maison de Merion, qui est la Fondation Barnes. Les tableaux retourneront dedans et ils seront de nouveau présentés comme l'a voulu le Dr Barnes. Est-ce que la France peut avoir la tentation ou les moyens de récupérer ce qui appartient au patrimoine mondial? Je crois que ce serait vraiment l'attitude la plus anticulturelle qui soit. Au contraire, le Dr Barnes, par ce qu'il a fait, par les collections qu'il a constituées, permet aujourd'hui qu'on les voit. Et il faut dire aussi, soyons tout à fait honnêtes, certaines des œuvres que le Dr Barnes a achetées, ce sont des œuvres que l'État français n'a pas voulu acheter ou n'a pas voulu recueillir par héritage à l'époque. Et je dirais qu'il a fait notre travail et nous devons lui en être reconnaissants. Je voudrais vous poser deux dernières questions, des questions d'actualité. La première s'adresse au ministre de la Culture qui se rend demain à Venise et vous allez participer à une réunion importante. Est-ce que vous allez pouvoir défendre les droits d'auteur et des réalisateurs? Oui, c'est un colloque des réalisateurs de l'Europe et du monde tout entier. Il y aura beaucoup d'Américains, des réalisateurs de cinéma. Et nous allons parler effectivement du droit d'auteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de défendre la conception du droit d'auteur qui s'applique à une personne, à un individu, à un créateur qui crée un monde, une culture par son œuvre. Contrairement à la conception anglo-saxonne du copyright qui fait que le droit peut appartenir à une entreprise, c'est-à-dire à quelqu'un d'impersonnel, et que cette entreprise peut, au mépris du droit moral du réalisateur, du créateur, par exemple, couper les films ou les monter en sens inverse. Vous savez que c'est arrivé par exemple à Orson Welles. La fin de La splendeur des Anderson, par exemple, qui est un de ses chefs-d'œuvre, elle n'est pas de lui, elle est du producteur. Merci. Alors c'est contre ça qu'on veut lutter. Merci Jacques Toubon. Il nous reste 30 secondes d'antenne, on doit rendre l'antenne pour le Château des Oliviers. Une dernière question, vous étiez hier à Strasbourg, c'est un autre tableau, un tableau vivant, politique. Très coloré. Très coloré. Et vous n'êtes pas gêné, alors quel sera le modèle en 95 pour le RPR, Chirac ou Balladur? Vous savez, les choses sont très claires. Aujourd'hui, Balladur gouverne. Il est de l'intérêt de la France et de l'intérêt de tout le monde, y compris de Jacques Chirac, qu'il réussisse. Quand les élections présidentielles viendront, nous aurons un candidat, comme on dit, c'est notre candidat naturel. Pour moi, c'est Jacques Chirac. Et il gagnera si par ailleurs, nous avons réussi à redresser les affaires de la France. Merci Jacques Toubon pour ces précisions et pour ce commentaire sur une exposition merveilleuse. On doit rendre l'antenne, pardon Alain Escoubet, mais les programmes nous la demandent. Simplement, je vous annonce l'information la plus importante du jour. L'OM a été exclu de la Coupe d'Europe des clubs champions 93-94 par les dirigeants de l'Union européenne réunis aujourd'hui à Zurich. Une terrible décision que le vice-président de l'OM a commentée sur notre antenne ce soir et sur laquelle évidemment nous reviendrons et ce soir avec Philippe Lefebvre à 1h du matin et tout au long des journaux de demain. Grande soirée sur France 2 ce soir avec le Château des Oliviers et avec une animation de Christian Morin qui vient sur France 2. Laurent Romeshko vous présentera Le Temps dans un instant et demain Gérard Leclerc recevra Brice Lalonde. Bonne soirée sur France 2. Au revoir.